Bonjour, je présente aujourd'hui la 38e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo s'intitule aujourd'hui « Sur la propriété privée » et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme sous forme papier sur le site internet. J'aborde ici le principe 2 de politique économique pour, comme je l'ai déjà dit, réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie. Afin de lever tout malentendu éventuel, je veux immédiatement préciser que je reconnais avec mes camarades le droit à la propriété privée. L'histoire témoigne d'ailleurs qu'il n'est pas incompatible ce droit avec le droit de saisie de biens privés pour des raisons d'intérêt général. Pour justifier ma volonté de rendre ou de transférer à la nation les secteurs stratégiques de l'économie française, je décris dans les prochaines vidéos les nationalisations du Front populaire, de la Libération et de 1982. Le mythe qui parfois les entoure sera dissipé, afin que leur bilan contrasté fasse leçon pour l'avenir. Je ferai ensuite un rappel des théories néolibérales sur le sujet et je les comparerai avec le résultat réel des privatisations avant de démontrer la légitimité de la propriété nationale. Je terminerai par la description des objectifs que je fixe au retour ou transfert à la nation des entreprises stratégiques. La propriété individuelle est un droit de l'homme. Je reconnais donc le droit à la propriété individuelle. Il concerne évidemment en premier lieu, ça va de soi, les biens appartenant à la sphère privée, comme les objets dits personnels de la vie de tous les jours. Il s'agit aussi du logement, et de la terre, et de l'outil de travail. Le droit de propriété concerne l'être humain dans sa relation avec les biens. En tant que forme suprême d'exercice du pouvoir de l'être humain sur une chose, le droit de propriété individuelle reste un atout fondamental de la liberté. Il est conféré à toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, parmi lesquelles l'État et ses démembrements. Le droit de propriété est reconnu à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Sur le plan national, durant la Révolution française, les élus de 1789 ont affirmé à 2 reprises dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 le droit de propriété comme naturel et imprescriptible. En son article 2, la Déclaration entend faire respecter, je cite, « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». De son côté, l'article 17 énonce « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » En 1970, le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle de cette déclaration en l'intégrant dans le bloc de constitutionnalité du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il a précisé que, je cite, « les principes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mise au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique. » La propriété immobilière est définie à l'article 552 du Code civil. Je cite, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Ce principe souffre néanmoins d'exceptions d'ordre légal. Par exemple, il existe un régime particulier pour l'exploitation minière du sous-sol. De même, la propriété du dessus peut être contrainte par des règles d'urbanisme. Par ailleurs, l'article 544 du Code civil dispose, je cite, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. » Le droit de propriété est celui de jouir et de disposer de la chose perpétuellement et de la manière la plus absolue,
je cite, « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements », article 544 Code civil, ou, je cite, « de nature à nuire aux droits des tiers ». Ce droit est assorti d'un droit d'accession. La propriété d'une chose donne droit sur tout ce qu'elle produit. Le droit de propriété individuelle possède néanmoins des exceptions. Si ce droit est reconnu comme une liberté fondamentale en droit positif français, il n'est pas un droit général et absolu, car il peut y être porté atteinte par la collectivité. Selon les termes de l'article 544 du Code civil, de nombreuses lois sont admises en limitation du droit de propriété, notamment en matière d'urbanisme. Les expropriations, par exemple, sont possibles, mais doivent impérativement être justifiées, c'est-à-dire qu'elles doivent correspondre à une nécessité publique légalement constatée. Ainsi, le juge administratif est appelé à se pencher sur la déclaration d'utilité publique, DUP, en cas d'annulation pour pallier l'abus de la puissance publique. L'article L12.5 du Code de l'expropriation prévoit, je cite, « Tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. » Il existe par ailleurs des cas particuliers, sans nécessité de recourir à l'expropriation, et dont les effets sont sensiblement identiques, sans pour autant indemniser le propriétaire lésé. Remembrement, servitude administrative, incorporation au domaine public, réquisition, règles d'urbanisme, etc. Lors des nationalisations de 1982, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 janvier 1982, a également insisté sur le fait que toute atteinte au droit de propriété par la puissance publique doit répondre à une nécessité, je cite, « légalement constatée ». En cas de nationalisation ou d'expropriation, le Conseil constitutionnel est appelé à en vérifier le caractère juste. En effet, en matière de nationalisation, le préambule de la Constitution de 1946 énonce que, je cite, « tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ». Ce texte a ainsi permis d'encadrer la vague importante de nationalisation des années 1945 et 1946 et celle de 1982. L'opposition parlementaire de droite a introduit un recours devant le Conseil constitutionnel pour voir juger illégales ces nationalisations. Le Conseil constitutionnel a alors rendu une importante décision le 16 janvier 1982, affirmant que le droit de propriété est un droit fondamental, que les nationalisations ne sont pas limitées aux cas prévus dans le préambule de 1946, que le législateur doit respecter les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi, sauf erreur manifeste d'appréciation, le Conseil constitutionnel laisse le législateur seul juge de l'intérêt général. Je ne remets pas en cause la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a donné un caractère fondamental à ce droit, au même rang que la liberté. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au Palais de Chaillot, dans la résolution 217A. Son article 17 stipule, je cite, « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » À l'échelon européen, il existe la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, qui énonce en son article 1er du protocole additionnel numéro 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent des États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général, pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. » Fin de citation. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme, CJCE, estime que le droit de propriété est garanti dans l'ordre juridique communautaire, conformément aux conceptions communes aux constitutions des États membres. L'application de ce droit privatif à l'entreprise, dont l'objectif et l'organisation sont tournés vers la production de biens et de services destinés à la satisfaction des besoins de tous, nécessite d'être rééquilibrée. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé en mars 1979, à propos de la cogestion, le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne. Ce tribunal constate en effet que le droit fondamental à la propriété a le caractère d'un instrument et que toutes les formes de propriété ne sont pas égales. La propriété bénéficie d'une protection particulière lorsqu'il s'agit d'une propriété personnelle permettant de garantir la liberté de l'individu. En revanche, la protection de la propriété est d'autant plus restreinte et le pouvoir de réglementation du législateur d'autant plus large que l'objet auquel s'étendent les droits de propriété, je cite, se situe dans un contexte social et joue un rôle sur le plan social. Dans le cas de la propriété de part d'une entreprise, la jouissance de la propriété touche les intérêts d'autres personnes, à savoir les travailleurs, et au-delà des travailleurs, les acheteurs des biens et des services produits. Ces derniers doivent, eux aussi, jouir d'une certaine façon du droit de propriété sur l'objet, l'entreprise, afin de pouvoir assurer eux aussi leur liberté et leur vie sous leur propre responsabilité. Le tribunal germanique a ainsi mis en relief que seule l'action conjuguée des porteurs de parts et des travailleurs permet d'atteindre le but de l'entreprise et la jouissance de la propriété. La propriété des moyens de production présente à l'évidence des avantages financiers, de prestige, politique, pour leurs propriétaires, qu'ils soient grands ou petits. Concernant les petits et moyens propriétaires du capital, dès lors qu'ils se conforment aux normes sociales, environnementales, de qualité, fixées par la collectivité, leur outil de travail doit rester leur propriété. D'autant que les biens et services qu'ils produisent contribueront à répondre finement aux besoins de la population. Probablement bien mieux que ne peuvent le faire de grandes entreprises, qu'elles soient d'ailleurs privées ou nationales. Il existe aussi de nombreux inconvénients pour la société à la propriété privée des grands moyens de production, d'échange et de communication. Exploitation du travail d'autrui et création d'inégalités, conflits et guerres, dont les enjeux sont la conquête de marché. Obstacle à une allocation optimale des ressources nécessaires à la production. Obstacle à une large circulation des informations et des connaissances. Comportement abusif ou pervers vis-à-vis du patrimoine commun de l'humanité. Choix de production décidé pour le profit privé et non pour répondre aux besoins de la population. Obsolescence programmée des biens manufacturés. Publicité souvent mensongère pour créer des besoins généralement inutiles. Sous-estimation dramatique des dégâts causés à l'environnement par le processus de production, etc. Je termine cette vidéo en vous invitant à suivre la prochaine, la numéro 39.